Oui, bonjour. Donc, on va voir aujourd'hui une aide pour le TD, donc sur la gestion actif-passif, l'asset liability management et la couverture contre le risque de taux. Donc, voilà, donc on part du fait qu'une banque finance un crédit par l'émission d'obligations. Donc, on est aujourd'hui en T égale 0. Alors, dans le TD, on est en 15 décembre 1999. Et puis, on a un actif, donc on est une banque, et donc on fait un crédit. Le crédit va se retrouver à l'actif du bilan. Et puis, au passif, on va émettre deux obligations, une obligation O1 et puis une obligation O2 dans des quantités N1 et N2. Voilà. Et puis, la question, ça va être de regarder une semaine plus tard, qu'est-ce qui se passe. Et couvrir contre le risque de taux, c'est vouloir faire en sorte que il n'y ait pas, c'est pas vouloir comme objectif que le passif reste de la même valeur et que l'actif reste de la même valeur. Ça, c'est pas possible. Ça va bouger avec les taux d'intérêt. Mais ce qu'on veut, c'est que on voudrait bien que la variation du prix du passif soit égale à la variation du prix de l'actif. Donc, on va appeler PA le prix de l'actif, PP le prix du passif, et puis, du coup, il y aura D de PA, une variation de prix de l'actif, et D de PP, une variation du prix du passif. Et la différence, ce sera notre erreur de couverture. On va regarder ça avec différents modèles de taux. Alors, on commence avec un premier modèle de taux, donc c'est le modèle de taux le plus simple. C'est le modèle de taux R égale constante. Et du coup, la question, c'est toujours de dire, on a 1 euro qui tombe à la date petit t1, ça c'est le temps. Et du coup, la définition, c'est le prix zéro coupon. On appelle B de 0T1, le prix zéro coupon. C'est donc le prix aujourd'hui de 1 euro qui sera versé à la date grand T1. Donc, a priori, comme on a du temps à attendre, si les taux sont positifs, c'est un prix plus faible que 1 euro. Si les taux sont négatifs, c'est une autre affaire. Et donc, on va écrire tout simplement que B0 de T1 égale 1 sur 1 plus R puissance T1. Et du coup, le modèle nous dit, bah oui, on aura un R constant. Alors, la deuxième partie, ça va être de se dire, quand on a un échéancier, c'est-à-dire une chronique de flux, donc on est en T égale 0, et puis en T1, on va toucher un flux F1, en T2, un flux F2, en Tn, un flux Fn. À ce moment-là, ce ne sera pas compliqué. Si on a la structure des prix zéro coupon, on est capable de calculer le prix de l'échéancier. Et le prix de l'échéancier, c'est la somme de I égale 1 à N des FI, donc des flux, fois les prix zéro coupon B de 0 TI. Donc, on saura passer au prix d'un échéancier. Alors, la question, c'est comment on va calculer R. Alors, en modélisation, ça s'appelle ajuster les paramètres d'un modèle. On va fitter les paramètres du modèle. Et les paramètres du modèle, on va l'ajuster, le paramètre, pour qu'il y ait de moins d'erreurs possibles. Alors, il va falloir définir ce que c'est qu'une erreur. Et donc, comment on va le calculer? On va calculer le R qui va minimiser l'erreur modèle, avec ER qui est l'erreur du modèle et qui est fonction de R. Et donc, si on prend notre exemple avec deux obligations O1 et O2, à ce moment-là, la façon la plus simple de définir l'erreur modèle, c'est celle-là. On dit c'est l'erreur, la première erreur sur l'obligation 1. On prend le prix de marché de l'obligation 1, moins le prix théorique qu'on a calculé en fonction de R, de l'obligation 1. On fait cette différence, on l'élève au carré. Donc, on a l'écart qu'on élève au carré, plus on prend l'écart sur l'obligation 2 qu'on élève au carré. Donc, c'est la somme des carrés des erreurs. Donc, si vous voyez, c'est la même chose que quand on ajuste des points pour faire passer au mieux une droite. On fait la méthode des moins de carrés ordinaires. On ajuste le carré des erreurs aussi. Donc, PM, c'est le prix de marché. Et puis, P avec un indice grand T, c'est ce qu'on appellera le prix théorique calculé. C'est le prix qui est calculé avec le modèle pour une valeur de R donnée. Alors, si on a une couverture en duration, c'est le premier type de couverture, on va avoir deux équations, deux inconnues. Les deux inconnues, c'est le nombre d'obligations O1 qu'on va émettre et le nombre d'obligations O2 qu'on va émettre, donc N1 et N2, c'est nos inconnus.
Et donc, on sait que si on a deux inconnus, bon, ben, il ne faut pas mettre plus de deux équations. Si on a plus de deux équations et qu'on a deux inconnus, on n'aura pas de solution. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir comme première équation? C'est qu'on va dire, on va écrire qu'on n'a pas de trésorerie pour financer le crédit, c'est-à-dire qu'on va financer le crédit intégralement à partir de l'argent qu'on va récupérer sur les marchés financiers à partir du moment où on émet les obligations. Et donc, je vais émettre l'obligation O1 et donc je récupère le prix de marché de l'obligation O1 puisque je me finance en émettant l'obligation. Après, je rembourserai cette obligation dans le temps. Mais donc, l'argent liquide que je récupère immédiatement, c'est N1 P2O1, le prix de marché, plus N2, le prix de marché de l'obligation 2. Ça, c'est ce que je récupère à l'émission obligataire. Et maintenant, avec ça, ben, je peux prêter de l'argent. Donc, je fais un crédit à un client et je lui prête PCT. Donc, tout l'argent que je récupère sur le marché, je le prête pour finir en crédit. La deuxième équation, ça va être d'écrire qu'à l'ordre 1, je veux que la variation du prix de l'actif égale la variation du prix du passif. Et si j'écris ça à l'ordre 1 du développement limité, puisque PA ou P du passif sont une fonction de R, mon paramètre de mon modèle, à ce moment-là, à l'ordre 1, il faut que j'ai la dérivée première, d rond P de crédit sur d rond R fois dr, le petit choc dr qu'il y aura, égale N1, la dérivée première, d rond P obligation 1 par rapport à dr, fois le petit choc dr, plus N2, d rond P d'obligation 2 sur dr, fois le petit choc dr. Donc, voilà mes deux équations, deux inconnues. A priori, je vais trouver une solution. Donc, je reprends mes équations ici. Vous voyez que dr s'en va, puisqu'il est des deux côtés. Donc, finalement, ça ne va pas dépendre du choc dr. Ça, c'est une bonne chose. Et donc, il va falloir que je trouve la solution de deux équations à deux inconnues. Et du coup, on va voir ça tout à l'heure, comment on fait. Alors, voilà un petit peu sous Excel, comment on peut voir les choses. Alors, pour commencer, je vous ai mis quelque chose de très simple. Je vous ai mis, on peut partir de l'idée qu'on a un zéro coupon 3 ans et qu'on a un prix de marché qui vaut 0,85 € pour un zéro coupon 3 ans. Ça veut dire qu'on aura un flux dans 3 ans de 1 €. C'est-à-dire dans 3 ans, je vais payer 1 €. C'est pour ça que j'ai mis un signe négatif. Je mets un signe négatif quand je paye et quand je reçois, je mets un signe positif. Donc, je reçois 0,85 € et je paye dans 3 ans 1 €. Et puis, j'ai aussi un zéro coupon à 1 an. Je reçois 0,96 € et puis je paye dans 1 an 1 €. Et puis, supposons que j'ai un crédit où je veux payer dans 1 an. Je prête de l'argent et puis je vais recevoir dans 1 an 1 €. Dans 2 ans, je vais recevoir 1 € et dans 3 ans, je vais recevoir 1 €. Alors, qu'est-ce que c'est que cette erreur modèle? Alors, je vais calculer un prix théorique. Et donc, mon prix théorique, c'est quoi? C'est le prix théorique pour le zéro coupon 3 ans. C'est le flux dans 3 ans. Donc, G3, c'est 1 € divisé par 1 plus le taux puissance 3. Voilà. Donc, là, j'ai mon prix théorique. C'est mon prix théorique. De la même façon, j'ai le prix théorique du zéro coupon 1 an. Je prends le flux que je vais recevoir dans 1 an, 1 € divisé par 1 plus le taux puissance 1 puisqu'il y a 1 an. Donc, voilà mes prix théoriques. Et puis, mon erreur, c'est le prix théorique, le prix de marché moins le prix théorique. Donc, ça, c'est l'erreur que je fais avec le prix théorique. Le prix de marché, c'est 0,850 et puis je dis théoriquement que ça vaut 0,854. Voilà. Et donc là, ici, j'ai l'erreur au carré. L'erreur au carré qui vaut ça. Alors, quelque part, je pourrais me dire plusieurs choses. La première chose que je peux me dire, voilà, est-ce qu'il y aurait un taux qui donnerait une erreur modèle nulle pour mon obligation zéro coupon 3 ans? Oui, il y a un taux qui fait que ce serait nul pour la zéro coupon 3 ans. Je l'ai calculé ici.
c'est 5,57. Par contre, si je veux, alors comment je l'ai calculé? Tout simplement en disant je vais utiliser le solver. Et du coup, le solver, je lui dis, je veux que mon erreur au carré, ou que mon erreur, c'est la même chose, je veux que mon erreur ici soit égale à 0. Et du coup, je veux faire varier je fais varier RCT. Donc, quelque part, je fais varier le taux et je dis, voilà. Et puis, il me trouve, OK, il me trouve la solution. Oui, il n'y a pas d'erreur. Là, je ne fais pas du tout d'erreur sur ce prix. J'ai mis un prix théorique de 0,850. Le taux vaut 5,57. Mais si je dis que le taux R, qui est constant, vaut 5,57, à ce moment-là, le prix théorique de ce 0 coupon à 1 an, il est à 0,947. Donc, vous voyez, il est très loin des 0,960. Donc, mon erreur modèle est relativement forte. Alors, je peux faire l'inverse. Je peux très bien dire quel est le taux qui fasse que le prix théorique du 0 coupon à 1 an soit bon. Et à ce moment-là, c'est 4,17, mais c'est l'autre prix qui va être très mauvais. Donc, quelque part, ce que je veux, c'est quelque chose d'intermédiaire entre les deux. Et donc, mon erreur modèle, c'est quoi? On l'a dit tout à l'heure, c'est la somme des carrés des erreurs sur chaque obligation. Donc ici, c'est la somme de ces carrés-là. Et quand je veux fitter le paramètre R de mon modèle, je vais dire quel est le R qui minimise l'erreur modèle. Donc là, j'utilise le solver. Dans données, j'utilise le solver. Et le solver, je lui dis, voilà, ce que je voudrais, c'est que mon erreur modèle, je voudrais que ça, donc je voudrais que mon erreur modèle soit la plus faible possible, donc minimale. Et la cellule variable, je lui demande, c'est R. Je lui dis, fais varier R. Donc c'est ce qu'il a mis ici, fais varier R. Et du coup, je lui demande de résoudre ça. Et effectivement, il va me trouver un taux entre les deux, entre 4,17 et 5,57, qui fait que l'erreur modèle, on ne peut pas en trouver une plus faible. Donc, vous voyez, voilà comment on va faire pour le modèle. Alors, qu'est-ce qui se passe si, un mois plus tard, si le taux n'a pas bougé et que les écarts entre le modèle et la réalité du marché ont disparu? Donc, si on se place un mois plus tard, le taux est toujours le même. Le taux est toujours le même. Le prix théorique, je vais actualiser mes flux. Donc, le prix théorique ici, alors vous voyez, j'actualise le 1 €. Je divise par 1 plus R puissance, mais alors là, c'est plus 3 ans, puisque c'est un mois plus tard, il ne reste plus que 35 mois. Donc, puissance 35/12e. Donc, actualiser ce taux, ça fait 8,58. Donc, le prix théorique est 8,58 si le taux n'a pas varié. Et donc, si le prix de marché égale le prix théorique, effectivement, il n'y a plus d'erreur modèle, et puis mon taux est constant. Voilà. Alors ça, c'est si tout va bien, c'est si la réalité suivait mon modèle. On verra que le modèle, il a tendance à être faux, quel que soit le modèle. Donc, c'est un peu une utopie, ça. Hein, que le taux ne bouge pas, et puis qu'à la fois, il n'y ait plus d'erreur modèle dans le futur. Donc là, ce serait le paradis. Bon. Mais en général, ce n'est pas ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des variations de taux. Et les variations de taux, elles sont liées à quoi? Eh bien, elles sont liées au fait qu'il y ait de l'offre et de la demande sur le crédit. Et que ça bouge. Et donc, si on reprend notre exemple, un mois plus tard, c'est plus à 0,858, c'est comme on l'anticiperait si le modèle était bon, hein, mais le prix de marché, on l'observe à 0,950. Ça veut dire pour emprunter 1 € dans 3 ans, on obtient beaucoup moins d'argent. On obtient beaucoup plus d'argent, excusez-moi. Ça veut dire quelque part que les taux ont massivement baissé. Alors, pourquoi les taux ont baissé? Je ne sais rien, mais par exemple, dans cet exemple-là, il suffit d'imaginer
il suffit d'imaginer que la Banque centrale ait décidé d'intervenir sur les marchés financiers en disant il faut absolument prêter aux entreprises et donc nous on prête de façon illimitée à ce taux de conversion. Donc nous on propose de l'argent en pagaille et du coup qui veut emprunter 1 euro dans 3 ans et rembourser 1 euro dans 3 ans, on lui donne 0,950. Et donc tout le monde va s'aligner si la Banque centrale intervient. Donc supposons une intervention massive des banques centrales. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? On va calculer, sur le zéro coupon 1 an, il y a eu d'autres équilibres d'offres et de demande qui donnent un prix de 0,970 pour 1 euro dans 1 an. Et là, pour connaître quel va être notre taux R, il va falloir réactualiser quel est le taux R qui fait l'erreur modèle le plus faible. Je rappelle que le prix théorique, on va avoir notre flux de 1 euro dans 3 ans, divisé par 1 plus le taux, puissance, et puis comme on a un mois plus tard, ce n'est pas dans 3 ans, c'est dans 35 douzièmes d'année. Donc puissance 35 douzièmes. Donc là, voilà ce qu'on a. Et du coup, si on calcule R, quel est le R qui donne la plus petite erreur modèle? On redemande au solveur. Alors, on lui dit minimise l'erreur modèle. Minimise l'erreur modèle en faisant bouger le taux, ce taux-là. Du coup, on lui demande de résoudre. Et il nous dit c'est 1,93%. Donc voilà, on a le taux est de 1,93. Donc on a eu un énorme choc sur le taux en un mois. On est passé de 5,40 à 1,93. Donc dans notre modèle, on peut dire le petit DR, il n'est pas un petit DR. Quand on a multiplié par DR, le DR, il vaut ici moins 3,47%. Donc il est énorme. On a eu un gros choc sur le taux. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Comment on va calculer notre couverture? Donc là, c'est la deuxième partie. Alors, revenons à notre deuxième partie. Voilà. Revenons à notre deuxième partie. On avait vu que comment on va calculer la couverture? On a deux équations à deux inconnus. Donc, c'est ces deux équations-là. Et donc, si on va écrire matriciellement l'affaire. Donc, on va prendre A, la matrice qui caractérise l'actif. Donc, on va prendre A égale le vecteur ligne avec prix du crédit théorique, là, en première donnée. Et la deuxième donnée, prix théorique, la dérivée première, donc d rond P, T, C sur d rond R. Donc, la dérivée première du prix du crédit par rapport à R. Si on prend N égale le vecteur ligne avec deux composantes N1 et N2, et puis on prend P, la matrice qui caractérise le passif, donc P, cette matrice de 2, avec ici prix de l'obligation 1 de marché, ici prix de l'obligation 2 de marché, et ici les dérivées premières par rapport à O1 et par rapport à O2. Et du coup, avec cette écriture matricielle, les deux équations à deux inconnus sont équivalentes à A, le vecteur A égale le vecteur N multiplié par la matrice P. Et du coup, on a N égale A multiplié par P-1. Sous Excel, ça se fait assez facilement. Donc, on va voir comment on le fait. Donc, regardons maintenant comment on le fait sous Excel. Alors, ici, donc, on est parti. On repart du modèle. On a l'obligation, 0 coupon. On a donc le passif, 0 coupon 3 ans. On a le passif, 0 coupon 1 an. On a notre actif qui a un crédit qu'on a fait à quelqu'un. Il doit rembourser 1 euro pendant 3 ans. Et du coup,
Voilà, on calcule notre prix théorique, puisqu'on a ces prix de marché, et puis on calcule, on a l'erreur modèle et on calcule le R optimum. Donc, pour calculer le R optimum, donc on résout, on va minimiser toujours l'erreur modèle, avec la cellule variable qui est celle-là. Et donc, on demande de résoudre. Désolé. Alors, la cellule variable, je me suis trompé, c'est celle-là. Voilà. Donc, on va savoir, ben voilà, le taux est de 5,069. Alors là, on avait pris deux obligations 1 an. Si on n'en prend qu'un, si on n'en prend qu'une, on recommence. Voilà. Donc, on obtient le taux R égale constante qui vaut 5,396. Alors, qu'est-ce qui se passe si les prix bougent de epsilon? Donc, on prend un epsilon qui est 10 moins 10, hein, donc très très faible. Et puis, ici, on a calculé les prix en R plus epsilon. Alors, évidemment, si on rajoute epsilon de taux d'intérêt ici, on ne va pas voir le changement dans les 3 premiers chiffres. Donc, on le verrait beaucoup plus loin. Hein, on va le voir beaucoup plus loin. Mais là, on a fait le montant. Donc, on a pris les 1 euro dans 3 ans, divisé par 1 plus le taux, plus epsilon, puissance 3. Donc, on a bien fait le bon calcul. Et du coup, on est capable de calculer des ronds P sur des ronds R, la dérivée première. Donc, la dérivée première, on la calcule comment? Ben, ça va être le prix en R plus epsilon moins le prix en R divisé par epsilon. Donc, ici, on va calculer la dérivée première. Donc, ce qui nous intéresse, c'est la dérivée première par rapport pour l'obligation 0 coupon 3 ans, c'est cette valeur-là, et la dérivée première pour le 0 coupon 1 an, et la dérivée première du crédit. Voilà. Du coup, on a toutes nos valeurs. Alors maintenant, ici, j'écris quel est le prix du crédit. Alors, le prix du crédit, c'est 2,703 euros. Alors, comment je calcule le prix du crédit? Ben, c'est tout simple. Hein. J'ai actualisé mes flux du crédit, actualisé au taux. Donc, je peux dire mon crédit, a priori, je peux prêter 2,703 euros à quelqu'un qui me paiera 1 euro, 1 euro, 1 euro. Voilà. Si je ne prends pas de marge, l'argent me coûte 5,396. Donc, du côté du passif, l'argent me coûte 5,396. Et du coup, si je ne veux pas prendre de marge, je peux prêter 2,703 euros. Alors, imaginons que je veux prendre une marge. Si je veux prendre une marge, ben, je la rajoute ici. Imaginez que je prenne 1% de marge sur le crédit. Ben, du coup, je vais rajouter ici plus 1%. Et du coup, au lieu de prêter 2,60 et quelques, je prête que 2,69. Du coup, j'aurai une marge sur le coût de mon financement de 1%. Donc, je vais enlever, on suppose qu'on ne se prend pas de marge, on est une banque vraiment très gentille, et donc on prête le maximum possible. OK. Alors maintenant, j'ai mon bilan. Alors, mon bilan, j'ai mon crédit, je prête 2,703 euros. Et puis, d'un autre côté, j'ai une obligation qui a un prix de marché qui vaut ça et une obligation 2 qui vaut ça. Voilà. Bon. Donc, il va falloir que j'en émette, si j'en émets une obligation, une et une, bah à ce moment-là, je n'ai pas assez d'argent. Vous voyez, je récolte que 1,7 euros alors que je prête 2,7 euros, donc il me manque de l'argent, donc j'aurai un découvert de trésorerie dans ma banque.
Donc, il va falloir que j'emprunte plus. Donc, peut-être que si je mets 2 obligations comme ça, j'emprunte plus. Ah ben là, effectivement, j'emprunte plus, j'ai plus de financement. Donc, j'ai de l'excédent de crédit et j'aurai de la trésorerie en RAB dans mon bilan. Donc, mon objectif, ça va être d'écrire que je veux que ma trésorerie soit nulle, puisqu'on a dit qu'on ne voulait pas de trésorerie. On pourrait très bien faire un exercice où on veut de la trésorerie, mais là, on dit on n'en veut pas. Donc, on va écrire que la somme de financement du passif nous permet de financer intégralement le crédit. Et j'aurai 0 dans la trésorerie. Donc ça, ce sera ma première équation. Et ma deuxième équation, ce seront les dérivés. Donc là, j'ai écrit mes matrices qu'on a vues tout à l'heure. Hein, on a vu dans la matrice A, ben, je vais avoir ici le prix du crédit. OK. Et puis ici, j'ai la dérivée du prix du crédit par rapport à R. Donc la valeur qu'on a calculée en J16 ici. Voilà. Donc là, j'ai construit mon vecteur A. Je construis maintenant ma matrice P. Ma matrice P, j'ai les prix de marché. OK. Ici, j'ai les dérivés des prix que je viens de calculer tout à l'heure. J'ai les dérivés des prix. Donc maintenant, j'ai mon vecteur A, ma matrice P. Donc, je suis capable de calculer N que j'ai calculé ici. Alors, pour calculer N ici, on écrit égal, on prend les deux cellules, on écrit égal produit mat. Alors, produit matriciel de quoi? La première matrice, c'est A, et la deuxième, ce sera inverse mat de P, puisque c'est A fois P-1. Et donc là, quand je fais CTRL MAJ entrée, automatiquement, là je ne veux pas modifier une partie de matrice, automatiquement vous allez avoir les deux valeurs qui vont apparaître. Faites bien attention de prendre 2 cellules parce que le résultat est sur 2 cellules. Donc ici, automatiquement, j'ai le résultat de mes 2 équations des inconnus, donc N1 et N2. Donc je vais avoir la valeur de N1 et la valeur de N2 ici. Donc je sais qu'il me faudra 1,53 obligation 1 et 1,45 obligation 2. Alors quand j'ai ça, je regarde mon bilan, ben, j'ai pas de trésorerie, hein, c'était le but. Je vais avoir mon crédit qui vaut 2,703. Ici, obligation 1, je vais avoir N1 fois l'obligation 1 qui me rapporte 0,850. Donc, ça fait 1,303 et 1,400 € de l'obligation 2. Donc, voilà où je récolte mon argent en émettant en partie de l'obligation 1, en partie de l'obligation 2 pour financer un crédit. Vous voyez que la somme des deux fait exactement le crédit. Or là, par contre, bon, on peut voir que théoriquement, tout marche bien. Supposons un choc de taux immédiat. On vient de faire ça. On vient de se financer comme ça. Et puis, on a un choc de taux immédiat parce qu'il y a une annonce de la Banque centrale, parce que le marché bouge. Un choc DR de 0,1%. Plus 0,1%. Donc, les taux bougent et vont monter de 5,396 qu'on avait calculé à 5,496. Alors, sur le plan théorique, tout irait bien. Sur le plan théorique, tout va toujours bien. Alors, qu'est-ce qui se passera? Je calcule ici la variation de l'actif. La variation de l'actif, c'est quoi? Ça va être mon crédit. Alors ici, au 13. Donc, ici, vous allez voir fois J29. Donc, J29, c'est mon choc de taux. Donc, mon choc de taux fois la sensibilité par rapport au prix que j'ai ici. Donc, a priori, théoriquement, je m'attends à un mouvement de ça. Donc, ici, je calcule la même chose, la sensibilité de l'obligation 1 fois le choc, et puis là, fois pour l'obligation 2. Donc, effectivement, théoriquement, ça devrait bien marcher parce que la variation de mon actif, je vais baisser, je vais perdre de la valeur. Je vais perdre de la valeur sur mon crédit. Quand les taux montent, les prix baissent. Donc, je vais perdre cette valeur-là, mais elle sera exactement compensée par la variation de valeur de la somme des passifs. Si vous faites les pertes sur l'obligation 1 et l'obligation 2, ça donne exactement le montant. Ici, c'est exactement la variation. Donc, théoriquement, tout va bien. Alors, pratiquement,
Pratiquement, c'est pas obligé. Hein. Pratiquement, on va passer dans un monde réel où supposons que les prix du zéro coupon, 3 ans, ben, il passe à 0,854 et puis le zéro coupon, 1 an, il passe à 0,942. Donc, vous voyez, au début, il est à 0,850, et ben, il passe à 0,854 et à 0,942. Alors, dans ce cas-là, ben, on peut calculer, effectivement, on va faire la même chose. On va calculer quel est le taux qui minimise la somme des carrés des erreurs. Donc, je vais le faire. Alors, je vais dire quel est le taux. Cellule à définir, c'est celle-là. Quel est le taux? Non, ce que je veux minimiser, c'est l'erreur. L'erreur modèle, elle est ici. Donc, mon erreur modèle, je veux la minimiser. Alors, c'est... Et puis, la cellule variable, c'est ce taux-là. Donc, que je ne me sois pas trompé, 4,36. Voilà. Donc, je lui demande, voilà. Je lui demande, voilà, résoudre mon problème avec ces prix de marché-là. Donc, effectivement, le taux, il vaut bien 5,496. Donc, j'ai bien un choc de 0,1%, puisqu'avant, c'était 5,396. Maintenant, c'est 5,496. J'ai bien un choc de 0,1%. Donc, le choc de taux, c'est bien celui-là. Donc, OK, je pourrais dire tout va bien, mais vous allez voir, tout ne va pas bien pour autant, parce qu'il y a des erreurs modèles et qui ne vont pas forcément, qui sont peut-être accrues pour certaines et qui ont baissé pour d'autres, en tout cas qui ne sont pas nulles. Et si je calcule maintenant mes prix, j'ai mes prix réels ici, mes prix de marché, et je calcule le prix du crédit. Et pour calculer le prix du crédit, je vais faire comment? Ben, je prends la somme de mes flux que je vais actualiser au nouveau taux d'intérêt qu'on vient de calculer, 5,496. Et avec ça, ça me donne un prix du crédit qui vaut 2,698. Ça veut dire que si j'ai prêté 2,703 €, comme les taux ont monté, la valeur de mon crédit, qui est la valeur des flux financiers actualisés, c'est-à-dire c'est 3 fois 1 €, 1 € à 1 an, plus 1 € à 2 ans, plus 1 € à 3 ans, actualisé maintenant à 5,496%, ça fait plus que 2,698 €. Donc voilà, donc j'ai eu une baisse, je suis passé de 2,703 à 2,698. Donc je peux calculer la variation du prix de mon actif. Et donc c'est ce que je fais là, variation du prix de mon actif, comme cette différence-là. Et puis pareil, je peux calculer la variation du prix de mon obligation 1. Mon obligation 1, elle valait 0,850, elle vaut 0,854. J'en ai un certain nombre N1, je multiplie par N1, et je vais avoir la variation du prix dans mon bilan de l'obligation 1. Et puis de la même façon, la variation du prix du bilan de l'obligation 2. Et là, quand je fais la somme, ben, c'est plus du tout égal à la variation du prix de l'actif. Donc, vous voyez, théoriquement, on a tout fait pour que ça se passe bien, mais dans la pratique, on ne maîtrise pas ces erreurs. On ne maîtrise pas les erreurs entre le prix théorique et le prix de marché. Voilà. Alors, du coup, voilà ce que vous ferez dans la version un peu plus réaliste, hein, où on a 2 obligations, 2003-2019, on a les dates, et puis voilà, on a les dates, donc vous allez calculer. Bon, on dit qu'on est le 15 décembre 99, et puis la première date du coupon d'obligation 2003, elle est le 1er février 2000. Et donc, ça fait combien? On est à quelle distance? On va prendre t égale combien? Alors, t, pour calculer, bon, on a pris une base 360, on a pris la date moins la date où on est le 15 décembre, donc ça fait en gros, divisé par 360, ben, ça fera 0,13 années. Ça fait que du coup, on est 0,13 années plus tard, on a un flux de 9,50 €, c'est le flux d'intérêt sur l'obligation. Et puis, du coup, ici, ben, on calcule tout simplement le flux actualisé. Le flux actualisé, ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va calculer
E12. Donc E12, c'est les 9,50 €, hein, multiplié par 1 plus le taux d'intérêt, puissance D12. Voilà. Donc, quelque part, si vous n'avez pas vu, donc quelque part, le flux actualisé, la valeur de 9,50 € dans 0,13 années, à un taux d'intérêt là, c'est 9,43 €. Voilà. Qu'est-ce que je regarde? Je regarde pourquoi. Oui, je n'ai pas mis divisé là parce que j'ai mis puissance moins D12. Donc, soit vous mettez divisé avec puissance D12, D13, ou soit vous mettez moins. Voilà. Donc là, j'ai mis ça, c'est pour ça que j'ai été étonné que j'avais à multiplier. Bon, donc c'est bon. Et puis ici, on calcule avec R plus epsilon. Hein, on fait varier de epsilon, le taux, et on calcule le flux actualisé avec le taux R plus epsilon. Vous voyez, ici, j'ai pris le taux R plus le epsilon, ici. Voilà. Du coup, j'ai le prix en R plus epsilon, le prix en R moins epsilon. Et avec ça, ça me permet de calculer le prix de marché, le prix donné par le modèle, puisque je vais sommer ces flux actualisés. Ça me donne 118,81. Puis, j'ai l'erreur au carré entre le prix de marché moins le prix du modèle au carré. Puis, j'ai P en R plus epsilon, P en R moins epsilon, ce qui me permet de calculer la dérivée première et la dérivée seconde. Alors là, pour calculer la dérivée première, ça va être tout simplement, alors c'est tout simplement P en R plus epsilon moins prix du modèle en R divisé par epsilon. Donc ça, c'est la dérivée première. Alors la dérivée seconde, c'est un peu plus compliqué à calculer. La dérivée première, c'est la tangente. Quand vous avez une fonction, c'est la tangente. Puis la dérivée seconde, c'est la courbure. On essaye de faire passer une parabole, la meilleure parabole qui passe par la fonction. Donc qui a le même rayon de courbure. Donc c'est un peu plus compliqué, mais ça se calcule assez simplement. Et du coup, vous allez trouver mathématiquement qu'en fait, c'est P en R plus epsilon plus P en R moins epsilon moins 2P en R divisé par epsilon au carré. Voilà. Donc, on va voir tout à l'heure pourquoi, mais voilà, ça vous donne les dérivées premières, les dérivées secondes. Et à partir de tout ça, vous allez être capable de calculer le nombre d'obligations 1 et le nombre d'obligations 2,5, ou si vous avez plus d'obligations, vous allez rajouter toutes vos obligations. Et puis, vous allez vous poser la question après, qu'est-ce qui se passe un peu plus tard? Alors, on va reprendre. Alors, ici, on en était là. Donc là, on en était là. Du coup, ici, vous avez, à l'ordre 1, on peut dire que dP, la variation du prix, P, ce qui vaut P en R plus epsilon moins P en R, hein, c'est d rond P sur d rond R fois dr. En fait, d rond P sur d rond R, c'est la limite quand dr tend vers 0, ou epsilon, si on avait epsilon, quand P de R plus epsilon moins P de R sur epsilon. C'est cette limite quand epsilon tend vers 0. Voilà. Donc ici, voilà où on en était pour calculer les couvertures. Alors, comment ça se passe quand on veut calculer la couverture en duration convexité? Alors, qu'est-ce que c'est que cette affaire? C'est qu'on se dit, bah oui, mais la variation, on veut toujours la même chose. On veut toujours que la variation du prix de l'actif soit égale à la variation du prix du passif. Donc, on veut que D de PA égale D de PP. Bon, à l'ordre 2, il va falloir faire un développement limité parce que PA, c'est une fonction de R. Hein, et donc, D de PA, c'est une fonction de R, c'est à peu près égal à la dérivée première fois dr plus un demi, la dérivée seconde fois dr carré.
On va simplifier l'écriture, au lieu de faire les D rond P sur D rond R, on va écrire P'. À chaque fois qu'il y a dPA sur D rond R, on écrira P' de 1. Et puis quand c'est les dérivées secondes, D2P sur DR2, on écrira P seconde de 1. Ce sera plus simple à écrire. Et du coup, on veut que dPA, la variation du prix de l'actif, qui vaut ça, développement limité à l'ordre 2, égale variation du prix du passif. Donc égale ça. Et on veut ça quel que soit le choc DR. Parce que DR, on ne sait pas le petit epsilon. On ne sait pas si demain les taux ils vont baisser, monter. Donc on ne sait même pas le signe de DR. On ne sait pas la magnitude. On ne sait pas si ça va être 0,1% ou 0,01% ou 2%. Donc on voudrait que ce soit vrai quel que soit DR. Alors là, si on l'écrit quel que soit DR, ben vous reprenez cette équation-là, vous avez quelque chose fois DR plus quelque chose fois DR carré égale 0. Si vous voulez que ce soit vrai quel que soit DR, ben, il faut forcément que le premier truc devant DR soit égal à 0 et que le deuxième truc devant DR carré soit égal à 0. Et à ce moment-là, ce sera vrai que ce soit égal à 0 quel que soit DR. Du coup, ceci qui nous paraissait être une seule équation se transforme en fait en deux équations. La première, c'est P'A égale P'P, la duration. Et la seconde, c'est P seconde A égale P seconde P, la convexité. Et donc, on voudra aussi pas de trésorerie, ça veut dire que le prix de l'actif égale le prix du passif. Donc, on a trois équations. À partir du moment, on a trois équations. Donc, on a deux inconnus. Pour l'instant, on a dit qu'on travaillait avec l'obligation 1 et l'obligation 2. Si on a trois équations, il n'y a pas de solution, en général. Sauf s'il y a de collinéarité entre les équations, mais sinon, il n'y a pas de solution. Donc, il faut donc une troisième obligation pour avoir une solution. Donc, on va recommencer avec une troisième obligation au passif. Et là, on écrira nos trois équations avec trois inconnus. Trois équations, trois inconnus. La première, c'est l'égalité des prix entre l'actif et le passif. La seconde, c'est les dérivées premières. Et la deuxième, c'est les dérivées secondes. Et là, on saura estimer les dérivées premières et les dérivées secondes. Soit on le fait explicitement, parce qu'on sait dériver la fonction, ou soit on le fait numériquement, c'est ce qu'on a fait dans notre cas avec XL, où on dit quand epsilon est petit, ben voilà, P', ça va être estimé par P de R plus epsilon moins P de R sur epsilon, ce que je vous ai dit tout à l'heure sur XL, et P seconde égale P de R plus epsilon plus P de R moins epsilon moins 2P de R sur epsilon carré, ce qui est très facile à démontrer. Voilà. Donc, je vous laisse vous lancer pour le début du TD, et puis vous avez le complément dans une deuxième petite vidéo, vous aurez la suite de ce TD. À bientôt.